Alors on est ravis à nouveau d'accueillir Patrick Monet qui nous présente le deuxième volet concernant notre réflexion sur le nucléaire. Pour rappeler un petit peu l'épisode précédent, c'est vrai que tu nous as présenté les difficultés que posait l'utilisation du nucléaire en France actuellement et en quoi ce n'était pas une alternative crédible et raisonnable aux énergies fossiles pour sortir de cette problématique du changement climatique, puisque à la fois le coût du nucléaire, si j'ai bien retenu, est minimisé, son rendement est surévalué, ses coûts, son danger est sous-évalué aussi, et puis on a des problèmes importants d'approvisionnement, de stockage, de retraitement, qui font que on est à la fois face à quelque chose qui est dangereux et quelque chose qui est loin d'être si rentable et qui oblitère l'avenir. Donc la deuxième question qu'on se posait, c'est une fois qu'on a compris qu'il était fondamental de sortir cette énergie, quelles étaient les alternatives qu'on pouvait envisager. Et c'est là-dessus qu'on est ravis de pouvoir t'écouter. Merci. Alors, je vais faire un petit historique de la situation énergétique à l'heure actuelle en France. Après, on va parler de mégawatts. Donc nous, en tant que militants contre le nucléaire, en 2003, sur le premier scénario de mégawatts qui était assez restreint, ça a déjà été un soutien pour nous pour dire comment ils ont synthétisé ces éléments. Et après, en 2006, puis en 2011, puis en 2017, ils ont élaboré un projet qui est beaucoup plus complet. On n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr, ce soir, mais c'est important. N'hésitez pas à aller voir negawatt.org sur Internet. C'est vraiment une association qui a vraiment un projet conçu, complet, sur l'énergie, bien sûr, pas sur toute la politique climatique, et qui permet de voir les choses avec une espérance réelle d'une amélioration. Après, il faut que les hommes politiques veuillent bien se plier à ça. Alors, on va déjà faire un tout petit rappel des gaz à effet de serre. Bon, les rayons du soleil arrivent, un certain nombre sont réfléchis par l'atmosphère, une grosse partie va sur le sol, une partie est rejetée vers l'espace par les mers et autres éléments, une partie se change en chaleur et émet ensuite des rayons infrarouges, qui sont eux-mêmes par l'atmosphère qui reviennent sur Terre, qui repartent, qui reviennent. Cet effet donc permet à la Terre de vivre et d'avoir une chaleur moyenne avant l'ère industrielle d'une quinzaine de degrés dans le monde. Donc ça permet de voir, ça permet une vie décente sur la Terre, quoi. C'est indispensable, mais maintenant le problème c'est qu'on augmente le taux de carbone dans l'air et ça augmente la chaleur. Donc c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Comment c'était avant l'ère industrielle. Il y avait un équilibre entre les gaz à effet de serre qui montaient et ceux qui étaient absorbés par la nature, les océans en grosse partie et puis les forêts. Et maintenant, on a rajouté toute cette partie industrielle qui déséquilibre cet équilibre donc d'effet de serre et qui a beaucoup augmenté la chaleur sur Terre et potentiellement, ça va encore monter de plus en plus. Donc les objectifs de 2 degrés d'ici 2100, ça va être compliqué. Il faut vraiment qu'on s'attache à ça. Juste un rappel des gaz vraiment importants dans les effets de serre, c'est tous les gaz fluorés. C'est l'ozone, donc O3, donc 3 atomes d'oxygène, qui sont souvent dans la haute atmosphère, mais qui peuvent redescendre quand il y a trop de chaleur beaucoup plus bas, et qui créent des irritations. C'est les nitrates, polyoxyde de nitrate, c'est le CH4, donc le méthane, CO2, et H2O en tant que vapeur, qui est un gaz à effet de serre, puisqu'on se rappelle que quand, en plein hiver, si le soir, le temps est nuageux, on aura beaucoup moins de gelée sur Terre que si le ciel est complètement dégagé. Et dans ces cas-là, les rayons infrarouges s'évacuent et ne sont pas reflétés et on a une baisse des températures importante. Donc là, on a des proportions qui sont par rapport à la qualité de chacun des éléments, enfin entre qualité entre guillemets. Il faut bien voir que dans la réalité, c'est quand même le dioxyde de carbone, CO2, qui est le plus important, après suivi du méthane CH4, ozone, gaz fluoré et protoxyde d'azote. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut avoir des influences et il faut vraiment en tenir compte. Et le CO2, c'est vraiment l'industrie fossile, enfin issue de combustion fossile, qui a vraiment créé une grosse augmentation de CO2. Le méthane, c'est aussi tout l'élevage intensif, et notamment les bovins
qui mangent des aliments autres que l'herbe qui pousse dans les prés, et qui ont donc une digestion qui est différente et qui émettent beaucoup plus de méthane, entre autres, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est le réchauffement et les dangers? C'est la fin des récifs coralliens, c'est l'élévation des mers et des océans, c'est une accentuation des déserts autour de la Méditerranée, pour ce qui nous concerne nous, c'est le El Niño qui peut être complètement perturbé en Amérique latine, c'est les modifications des courants marins. On peut très bien avoir une inversion du courant marin du Gulf Stream qui va faire que les côtes européennes, au lieu d'être réchauffées, pourraient être refroidies, on ne sait pas. Ça peut évoluer dans les années à venir, des vagues de chaleur, une évaluation aussi de la chaleur la nuit, qui peut devenir très désagréable, comme ça l'a été à partir du 9 août 2003 et pendant une vingtaine de jours, où la température ne descendait pas à moins de 22 degrés la nuit, et donc ça, les personnes sensibles étaient très allergiques à ça, et notamment à l'ozone qui se développe. Et puis précipitations beaucoup plus irrégulières. On voit quand même, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, mais le nord de la France a subi des inondations extrêmement importantes qui n'avaient pas lieu dans le passé. C'est pas que ça non plus, parce que quand on fait des routes, quand on bétonne ou quand on goudronne des surfaces, il y a un problème d'évacuation des eaux aussi qui se provoque. Quand on canalise des fleuves sur des petits volumes, ça provoque aussi des inondations. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? Au début du XXIe siècle, c'est un prix élevé du pétrole. Alors, le prix élevé du pétrole, il n'est pas si élevé que ça. Avec les nouveaux pétroles issus de façon très coûteuse au niveau environnemental, on a une stagnation du prix du pétrole. C'est bien dommage parce que c'est vraiment une matière précieuse qu'il faudrait qu'il coûte vraiment son vrai prix. Et après, si pour les gens qui ont besoin de cet élément, il faut qu'ils participent à son utilisation. Bon, des guerres et des conflits, des menaces atomiques, Corée du Nord, Iran, et puis surtout une profonde inégalité. Et là, vous qui êtes sur un parti politique, on voit qu'en 30 ans, la poigne du pouvoir financier a créé une distorsion des revenus qui est en accentuation et vraiment importante. Donc le nucléaire, pour ça, est-ce que c'est une solution? C'est environ 2% de l'énergie consommée dans le monde. Il ne faut pas l'oublier, donc ce n'est pas non plus si énorme que ça. C'est que quand on voit des voitures, nucléaire là-dessus, on reviendra dessus un peu sur les voitures électriques, mais c'est pas pour le moment, c'est pas une solution. On voit que les pays qui utilisent beaucoup de nucléaire comme la France, finalement au niveau de la consommation par habitant de pétrole, c'est 1,45 tonne de pétrole par habitant. En Royaume-Uni, on a une 31, en Danemark une 30, en Italie une 27. C'est vrai qu'en Allemagne, on en a pas au-dessus. Mais je veux dire, ça ne nous a pas permis de réduire de façon drastique notre consommation de pétrole. Là, on est bien sur 1,45 tonne par personne et par an. Donc on n'est pas sur des grandes... On est vraiment au niveau individuel. Mais on n'est pas très bien placé. Hein. Donc on n'a rien fait d'exceptionnel. Bon, là, je rappelle un peu... juste, on a vu déjà ce tableau la dernière fois. La production d'électricité, 531 TWh, donc 10 puissance 12 Wh. Avec un nucléaire qui a baissé, puisqu'on était à 384 TWh en 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pendant un certain temps des réacteurs arrêtés, parce qu'il y avait des craintes sur la qualité des groupes électrogènes de secours, un certain nombre d'éléments comme ça, qui ont fait qu'ils ont arrêté beaucoup de centrales pour vérifier que ces groupes électrogènes de secours, en cas de panne, pouvaient se mettre en route immédiatement pour créer de l'électricité, pour faire marcher les pompes, pour éviter que le réacteur explose, quoi. Donc il y a eu beaucoup de méfaits. On voit quand même aussi en 2016 que l'éolienne a baissé. Alors, à l'heure actuelle, quand on regarde l'éolienne, c'est un peu faussé par le fait que, du fait de notre énergie nucléaire, l'éolienne n'a qu'une fonction de réponse aux fluctuations journalières de la demande d'électricité. Ce n'est pas exploité à l'heure actuelle comme un élément au maximum de sa production. Mais ça viendra peut-être un jour, on l'espère. Donc, juste un petit rappel du potentiel électrique en France. On a 130 000 mégawatts, pardon, excusez-moi. Là, on est sur la puissance. C'est juste que le nucléaire n'a pas bougé, que le thermique a un peu baissé, puisque de 2012 à 2016, on passe de 27 000 à 21 000. On a une montée, le charbon baisse aussi de façon importante, 7 900 à 2000. On a le fuel toujours, le gaz a augmenté. Par contre, on a remis en route des centrales électriques à gaz, moins polluantes que le charbon, c'est vrai. Après, on a le renouvelable, donc l'hydraulique, 25 000.
l'éolien 12 000, enfin on verra après, le photovoltaïque 6 000, et puis les renouvelables, autres renouvelables, qui est principalement la biomasse, 1900. Donc il faut savoir quand même que le record de consommation d'électricité a été fait en 2015 avec 101,2 000 mégawatts. C'est-à-dire qu'on est vraiment, dans les 15 dernières années, tous les 2 ans, on monte de 3-4 000 mégawatts en consommation en maximum chaque année, dans une pointe de consommation. Donc, pourquoi ? Parce que le chauffage électrique, qui est quand même très répandu, quand il fait froid, les gens, ils allument ils mettent plus de chauffage au lieu de mettre plus de pulls, quoi. Et bon, ça crée des pointes qui sont quand même des fois alarmantes. Alors, quand on nous dit que la France exporte beaucoup d'électricité, c'est vrai, la France exporte 71 TWh, donc là on est bien sur une quantité d'énergie. On en importe 32. Bon, la Grande-Bretagne, on exporte plus qu'on importe, l'Espagne pareil, l'Italie pareil, la Suisse pareil. Par contre, l'Allemagne, dont les pro-nucléaires disent bien, vous voyez, ils ont raté le nucléaire, il faut qu'on leur envoie de l'électricité. Non. On leur envoie 10 TWh, ils nous en envoient 15. Et eux l'envoient la journée, nous on l'envoie la nuit. Parce que la nuit, on ne sait pas quoi faire de l'énergie nucléaire. Et une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas la nuit. Ça continue à faire toute sa production. Donc le gros part vers l'Italie et l'Espagne pour consommer cette énergie dont on ne sait pas quoi faire, à des prix dérisoires. Donc ça veut dire qu'on pousse des pays à consommer pas cher, parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'énergie qu'on produit. Alors, ça c'est important, c'est en 2015. Donc 2015, c'est une année qui est plutôt favorable pour le nucléaire. En 2016, on aura une petite baisse. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que le nucléaire en France, donc c'était 18,6 en 2015, ça tourne autour de 17-18 généralement. Les énergies renouvelables, donc 15. Le charbon, 4. C'est pas négligeable quand même. Le gaz, 20. Et le pétrole, 41. On voit bien que le nucléaire, c'est pas toute l'énergie française. Qu'on a encore, comme on l'a vu, avec 1,45 tonne par habitant et par an, on a encore des gros consommateurs de pétrole. Donc, à l'heure actuelle, avec notre stratégie et la tendance actuelle, on n'arrivera jamais à réaliser nos souhaits pour la limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Alors, à quoi sert cette énergie ? Donc là, sur ce tableau, on a 149 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est bien la consommation totale d'énergie en France, hein, d'accord ? Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que le transport, il stagne depuis une douzaine d'années, 12-13 ans, que le résidentiel est par contre en augmentation, qu'on a une grosse baisse de l'industrie et de la sidérurgie. Donc on voit vraiment qu'au niveau tertiaire, alors c'est pas que notre habitation, hein, c'est aussi les bureaux, c'est aussi tout ce qui est numérique et tout ça. Il faut qu'on fasse attention quand même parce qu'on consomme beaucoup sur ces domaines. Et le transport aussi. Donc on a vraiment pris l'habitude de se déplacer régulièrement. Et maintenant, dire à quelqu'un, ce week-end, tu descends à Marseille voir quelqu'un et tu remontes le soir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Comme c'était exceptionnel, quand j'avais 20 ans, on n'entreprenait pas un voyage de 400 km s'il n'y a pas une durée d'utilisation de ce voyage, quoi. Maintenant, il y a vraiment quand on voit les routes sont saturées de voitures, donc on a vraiment une inquiétude assez là-dessus sur ces tendances. Alors, au niveau électrique, on est donc à 432 TWh. Donc 432 TWh, juste pour l'équivalence, c'est environ 37 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc c'est pour faire les références. Hein. Donc 37 sur les 149 qu'on avait avant, quoi, pour l'électricité. Et là, le résidentiel tertiaire est vraiment gros consommateur d'électricité. Avec l'industrie, on est en stagnation. L'agriculture, le transport, pour le moment, c'est négligeable. Enfin, c'est vraiment peu important par rapport à la totalité. Alors, les énergies renouvelables, on ne va pas trop s'attarder sur ce tableau parce qu'on verra plus en détail chacune des éléments, mais l'important c'est que sur les 531 de production, 531 TWh de production d'électricité en France, on en a 87 par les énergies renouvelables. Donc c'est un progrès, ça augmente doucement, mais dans les objectifs, on devra vraiment multiplier ces éléments. Donc les éoliennes, première chose. Les éoliennes, moi je trouve que dans la Beauce, dans la Brie, sur les grandes plaines agricoles, je ne vois pas en quoi ça gêne, en quoi ça perturbe le paysage. C'est juste des photos, mais moi je ne trouve pas que c'est moche, quoi. Enfin,
honnêtement, on avait des moulins des moulins à vent dans le passé, pardon, et donc on trouvait ça joli. Les phares, on les trouve jolis aussi. Sur les ports, on trouve que c'est un truc historique. L'éolienne, qui a à peu près la même dimension, je trouve pas que c'est moche, quoi. Alors, quelle est la progression actuelle? Donc là, on est vraiment sur la situation actuelle, avec 12 000 mégawatts de puissance. Alors attention, là on est bien sur les puissances de pointe. À l'heure actuelle, donc on a une progression. On a commencé à avoir de l'éolienne en France vraiment en 2001, quoi. Avant, on avait quelques petits trucs, mais c'était vraiment insignifiant. Des vieilles éoliennes qui étaient expérimentales, qui n'avaient pas beaucoup de rendement. Maintenant, on a commencé une industrie. Il y a quand même vraiment un problème politique là-dessus. C'est qu'on voit des associations environnementales dont les membres sont souvent travaillent chez Areva ou autres, qui disent que vraiment ça perturbe toute la vie. Dans la réalité, c'est un choix qu'on fait, mais je ne vois pas les perturbations qui sont, par rapport au nucléaire, je ne vois pas les perturbations qui sont hésitantes par rapport à l'éolienne. 12 000 mégawatts et en production 20 TWh. Donc on est encore assez faible, mais ça monte régulièrement. Alors, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est le facteur de charge. C'est-à-dire qu'en gros, on voit qu'une éolienne tourne en moyenne sur l'année à 25% de sa puissance de crête. Donc il faut le savoir. Et simplement, si on veut la puissance de crête, il faut 4 éoliennes pour avoir sa puissance totale toute l'année. Je rappelle que le nucléaire, on nous dit que ça travaille à 75% de sa puissance. Oui, mais sa puissance électrique. Mais quand on a 900 MW comme au budget les 4 réacteurs, on a 2700 MW thermiques. Donc on a 1800 MW de chaleur qui sont soit dans les cheminées de refroidissement, soit dans les fleuves. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc on retombe sur un taux qui est à peu près le même que là. Et en plus, le vent, s'il souffle trop, faut il souffle trop, hein, tant pis, ça ne va pas nous gêner. On ne produit pas de méfaits avec le vent qui souffle tout seul, quoi. Donc en gros, on a plutôt une hausse l'été, ça c'est plutôt politique que vraiment technique, mais on tourne environ à 25%. Alors, l'éolienne, ça fait beaucoup de bruit. Bon, ça c'est un petit schéma qui est intéressant parce que une chambre à coucher la nuit quand personne ne ronfle, on tourne autour de 30 décibels. L'éolienne, non mais c'est important de le dire, parce que l'éolienne, c'est aux alentours de 40. Après, l'intérieur d'une maison, c'est 50. Les bureaux, c'est 70. La musique stéréo, c'est 90. On voit bien que l'éolienne, alors, on est bien d'accord, c'est à 250 mètres. Il n'est pas du tout comme projet de faire des éoliennes dans la cour des maisons, enfin des éoliennes de grosse puissance. Donc on est bien d'accord que quand c'est au milieu des champs, ça ne gêne personne. Donc le bruit, c'est pas si gênant que ça. Ensuite, je l'avais dit tout à l'heure, il y avait un tas de moulins à vent, il y a aussi 250 000 panneaux pylônes à très haute tension. Si on avait développé des sources d'énergie très réparties dans toute la France, on n'aurait pas ces 250 000 pylônes à THT, donc très haute tension. Donc ça aussi, on admet des pylônes très haute tension qui dégagent des champs électriques importants. Quand c'est du 400 000 volts, c'est quand même dangereux pour les gens qui sont à moins de 300 mètres. Et par contre, les éoliennes, on dit c'est pas beau. Non, c'est pareil, c'est les mêmes trucs, c'est des constructions humaines. Alors, contrairement à une centrale nucléaire, aussi, c'est important de savoir, c'est si un jour on découvre autre chose pour produire l'énergie, ça me paraît quand même pas très probable, mais enfin, on sait jamais. Une éolienne, en 3 mois, on la démonte, on relaboure les terrains dans 6 mois après, quoi. Une centrale nucléaire, c'est pas sûr que dans les 300-400 ans qui suivent, on pourra exploiter ces terrains, quoi. C'est un peu différent, quoi. En 2003, il y avait un sondage qui avait été fait dans l'Aude et puis dans le Finistère, et les gens qui avaient été près des champs éoliens étaient beaucoup plus satisfaits que les gens qui habitaient loin. Parce que quand on ne connaît pas un élément, on a peur de cet élément, puis quand on connaît cet élément, on a beaucoup moins peur, quoi. Donc en fait, au niveau du rapport énergétique, en 3-4 mois, une éolienne, donc c'est en haut, produit la quantité d'énergie qu'il a fallu pour la construire et pour l'entretenir et pour la démonter. Ce n'est pas tout à fait le cas d'une centrale nucléaire qui met des fois plus de 10 ans pour être construite. Une éolienne de 2 MW, c'est environ 2000 foyers. Alors, on travaille sur des foyers en moyenne à l'heure actuelle en France de 2,2 personnes. Décentralisée, ça va éviter les THT. Une éolienne
fonctionne le mieux avec des vents entre 15 km/h et 50 km/h. Quand ça arrive en dessus, après on peut déconnecter l'éolienne. Alors, au niveau des risques, au niveau des oiseaux, il y a des analyses qui ont été faites en Belgique qui montrent que c'est insignifiant. On est bien d'accord qu'il ne faut pas construire des éoliennes dans des couloirs de migration d'oiseaux, enfin, de grands, ça c'est évident, et c'est pareil dans les zones de nidification importantes, il faut éviter. Mais autrement, le risque pour les oiseaux sont très limités, et les accidents pour des personnes, morts ou accidents, non, pour le moment il n'y en a pas. Donc le nucléaire, c'est pas tout à fait le cas, même si on est bien d'accord qu'on n'est pas encore en éolien à la puissance du nucléaire à l'heure actuelle, on est encore un peu en dessous. Bon, là, c'est un petit schéma qui montre un peu comment ça marche. Donc, le rotor, les pales, le multiplicateur de vitesse, l'électrogénérateur, l'orientation de l'éolienne, les freins. Donc, quand il y a beaucoup trop de vent, on met les pales dans le sens du vent. Il n'y a plus de force dessus, on arrête les pales pour éviter toute dégradation importante, quoi. Donc, ça, c'est un petit schéma, mais voilà. Alors, après l'éolien, il y a le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, c'est un peu moins de la moitié de la production à l'heure actuelle, 9,3 TWh pour l'année 2016. On a une progression importante. On a commencé vraiment à avoir du photovoltaïque en 2005-2006. Donc on a une progression importante. On pourrait changer une politique en disant, au lieu d'exiger que sur les toits des maisons, les panneaux soient incrustés dans le toit, on pourrait très bien les mettre dessus, puis aussi avoir une politique des maisons neuves qui ont des toits exposés sud, leur dire vous pourriez aussi, dès le départ, mettre un toit en photovoltaïque plutôt qu'un toit en tuile, quoi. Ça, il y a vraiment du travail à faire. Donc, pareil, l'important, c'est que le facteur de charge, donc là, on est aussi aux alentours de 20%, un peu moins de 20%, quoi, par rapport à la puissance de crête. C'est pareil, donc il faut savoir que quand on vous dit 9 kWh de crête, et bien vous savez qu'en gros, il faut compter en moyenne aux alentours de 2,5-3 kWh. Il faut le savoir, quoi. Mais c'est tout. Alors, l'eau, l'hydraulique, donc 40% pour les lacs, 16% pour les écluses, 26% pour les fils d'eau et 18% pour les steppes. Donc STEP, station de transfert énergétique par pompage-turbinage, c'est un élément qui existe déjà depuis longtemps. On le verra tout à l'heure, mais on a en France l'équivalent en gros de 6 réacteurs nucléaires de 1000 MW en pompage-turbinage. Pourquoi ? Parce que pour le nucléaire, on avait besoin d'une énergie d'appoint et aussi d'utiliser l'énergie quand on ne sait pas quoi en faire. Et donc on a fait des sites avec 2 niveaux à 600-700 mètres d'altitude de différence. Et la nuit, on remonte l'eau. Et la journée, quand on a un besoin, et ben en un quart d'heure, on met les turbines en route et on répond aux besoins vers 17h, 18h, où il y a des gros besoins. Donc ça existe déjà, c'est un moyen de stockage intéressant. Alors, bon, la biomasse, à l'heure actuelle, toutes les directives qui permettaient de subventionner la production d'électricité ou de gaz en biomasse ont été supprimées. Depuis 2016, je crois, il n'y a plus aucune subvention dessus. Donc on est bien vraiment sur une énergie qui est rentable et qui produit ce qu'il y a besoin. Au niveau de la puissance, on n'est pas très élevé, donc 1934 MW. Par contre, au niveau de la production, on est aux 2/3 de ce que fait le photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que là, la biomasse, c'est pas quelque chose qui dépend du vent, du soleil, des nuages et tout ça. C'est un système industriel qu'on exploite avec un rendement qui est important. Mais par contre, on est encore en petite dimension. Alors on verra d'autres techniques qui sont là-dessus aussi après. Des énergies qui ne sont pas encore beaucoup exploitées, et c'est tout ce qui est hydrolienne sur le fond de la mer, sur les côtes, et les boudins, là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui sont au niveau expérimental. Tout ce qui est hydrolienne, ça marche. Les boudins, il n'y a pas encore de gros essais au niveau industriel. Mais c'est des éléments qui, à petite dimension, paraissent tout à fait rentables. Donc les gaz à effet de serre, il ne faut pas oublier qu'on nous dit que ça a baissé ces derniers temps. En fait, quand on prend en compte le fait que l'industrie française diminue, qu'on produit beaucoup moins de produits, notamment de consommation des ménages en France, implique qu'on importe ces biens. Et si on prend en compte le carbone dépensé
pour fabriquer ces biens qu'on importe, on n'est pas très performant en France. Donc l'émission de gaz à effet de serre, il n'est pas très performant. Donc on a vraiment une politique à prendre là-dessus pour se rendre compte. Parce qu'on est à l'heure actuelle environ à 8,8 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Et pour maintenir à la température en 2100 à 2 degrés, il faudrait qu'on soit à 1,7 tonnes. Donc 1 tonne 7, c'est en gros, c'est moins de 3000 km en voiture par an. C'est environ 3 à 4000 km en transport en commun, train ou car ou bus. C'est pas d'avion. C'est une habitation avec 19 degrés maximum dans la pièce d'habitation principale, 16 degrés dans les autres pièces. C'est ça. C'est parfaitement viable, parce que moi, je tourne là-dessus. Mais après, l'important, c'est qu'on sorte des 8 et qu'on approche vers les 1,7. Là, c'est au niveau mondial. Il est évident que dans des pays plus chauds que le nôtre, on va pas dépenser de chauffage. Par contre, il ne faudrait pas que dans les pays d'Afrique, on se mette à mettre de la clim à 100%. Parce que là, ça serait une grosse consommation d'énergie aussi. Donc, il y a vraiment un effort à faire. Et puis, le transport est aussi un gros facteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste les tendances. L'énergie, on est plutôt en baisse de consommation d'émissions de gaz à effet de serre. Les déchets, la gestion des déchets aussi, on est en légère baisse. Ce qui augmente vraiment, c'est le transport et c'est l'habitat. L'industrie est aussi en baisse, mais parce qu'on baisse aussi le niveau de production. Et puis l'agriculture est plutôt en baisse aussi. Mais donc il y a vraiment deux domaines où il faut vraiment travailler, c'est le transport et le tertiaire au niveau bâtiment. Donc quand on voit cette courbe, excusez-moi, elle montre la corrélation entre le CO2, le taux de CO2 en ppm, donc partie par million sur un volume quelconque, et la température. Donc il y a une corrélation dans les 140 000 dernières années entre les deux. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les années 1750, avant vraiment le début de l'industrie, avant l'exploitation du charbon de façon importante, on était à entre 220 et 280 ppm. Et que là, à la fin de l'année 2016, on a atteint 403 ppm. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce 400, on pensait pouvoir l'atteindre qu'en 2025, dès 2016 là. Ça veut dire que vraiment, on augmente de façon importante ce taux de ppm, donc partie par million de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc là, que va-t-il se passer avec la température? C'est vraiment une inquiétude. C'est pas, et il faut vraiment que chacun en prenne compte. Il ne faut pas dire il est trop tard, donc on laisse tomber parce qu'il est trop tard. Non, parce qu'on aura des enfants, des petits-enfants, on aura des successions, il faut qu'on leur laisse une terre quand même viable. Donc là, cette carte, c'est plus le bilan avant vraiment, c'était en 99, donc avant vraiment la grosse hausse des pays comme l'Inde, comme la Chine. Mais ça veut dire qu'on a un historique, nous, d'émissions de gaz à effet de serre qui est vraiment très important. États-Unis, Europe, URSS, même si l'URSS a beaucoup baissé maintenant. Donc on a quand même une responsabilité historique, il ne faut pas l'oublier. Quand on nous dit la Chine émet plus de gaz à effet de serre que la France, oui, mais en France on est 62-63 millions, là-bas ils sont 1,3 milliard. Donc il faut aussi faire attention de faire des mesures par habitant. Parce qu'autrement, une mesure globale comme ça voudrait dire que le Luxembourg, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent, ils sont 500 000 ou je sais pas combien, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ça, c'est toujours par habitant qu'on doit faire les mesures, quoi. C'est pas n'importe comment, quoi. Bon, les énergies renouvelables inépuisables, faible impact sur l'environnement, bien réparti sur la France, pour nous, tout ce qui nous concerne, accessible à tous les habitants de la planète, création d'emplois, et pas forcément plus cher. Alors, comment répondre à ces éléments? Et le scénario de Négawatt, dès le départ, c'était ça sur 3 thèmes. C'est bien la sobriété, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un besoin d'énergie, il faut réfléchir comment on peut faire pour répondre à ce besoin en dépensant le moins d'énergie possible. Et s'il y a besoin d'une énergie autre que la nôtre, une énergie qui ne sera pas trop dégradable au niveau de l'environnement. Éviter les énergies nuisibles, enfin supprimer les énergies nuisibles, c'est éviter les extravagantes et vraiment utiliser les plus rationnelles. La marche à pied, ça peut être un moyen de transport sur des distances. Le vélo, ça peut être un moyen de transport. Le transport en commun, c'est un autre moyen de transport. La voiture, c'est un choix. Il y a une saturation en de voiture, mais il y a beaucoup de gens qui sont en voiture, qui n'ont jamais pris l'habitude de prendre les transports en commun, qui pourraient dépasser presque aussi vite un transport en commun. Donc il y a des choix à faire. On reviendra dessus en détail, bien sûr. Après, l'efficacité énergétique, donc là, c'est au niveau de la consommation, de la production. Tous les éléments émetteurs
les gaz à effet de serre, c'est vraiment favoriser les techniques les moins émettrices. Et puis ensuite, les énergies renouvelables pour répondre à ces besoins. Parce qu'on n'a pas comme objectif, en 2050, d'avoir la même production d'énergie que maintenant. Il faut bien qu'on réduise cette consommation, donc cette production. Le scénario négawatt nous dit on n'utilisera pas des énergies dangereuses. Donc pour nous, pour le scénario négawatt, c'est en 2033, on arrête le nucléaire. Enfin, le nucléaire s'arrêtera, on va vraiment, dès maintenant, on va fermer les centrales et on va arrêter, et on va trouver autre chose pour produire de l'énergie et moins produire de l'énergie. C'est en gros, donc diviser d'ici 2030 par 2 les émissions de CO2 et par 16 d'ici 2050. C'est vraiment un projet ambitieux, mais qui a été calculé, qui est réalisable. Avancer vers l'autonomie énergétique et démocratique, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a tous le droit de consommation d'énergie, mais quelqu'un qui est au SMIC, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui a un salaire égal à 1000 fois le SMIC, quoi. Donc il faut vraiment aussi travailler là-dessus, sur la possibilité de chacun d'avoir les besoins minimums en énergie. Donc, essayer de ne pas compter sur les énergies de stock, donc pétrole, gaz, charbon, uranium, mais plutôt sur les énergies de flux, qui sont les énergies renouvelables, qui sont des énergies qui sont là, et si on les laisse passer, on les perd. Mais après, on verra qu'on peut en stocker aussi. Donc, le scénario explore tous les systèmes de jugement négawatt. Négawatt, c'est comment peut-on économiser l'énergie, ne pas produire d'énergie pour un service donné, consommer beaucoup moins d'énergie pour le même service donné. Par exemple, dans l'habitation, mon objectif, c'est pas qu'il fasse 23 degrés, c'est que je n'ai pas froid. Et si je suis bien habillé, je peux très bien vivre. Je ne dis pas que quelqu'un qui a la retraite, qui a 90 ans, il fera pareil. Mais la plupart des gens peuvent très bien vivre à 19 degrés. Il y a des gens qui vont faire du ski dehors, il fait moins 10 et ils y arrivent. Donc pourquoi ils n'arriveraient pas à vivre avec 19 degrés dans leur appartement? Peut-être que quand on a assis un bureau, c'est plus compliqué, mais on peut mettre des vêtements, quoi. Il y a des trucs comme ça. Solution réaliste et mature, c'est-à-dire que dans le scénario négawatt, dans toutes les énergies dont on parle, c'est des énergies maîtrisées. C'est-à-dire que la fusion nucléaire, par exemple, même si ce n'était pas dangereux, ça ne ferait pas partie du scénario négawatt parce qu'on ne sait pas le faire. C'est des projets, c'est de l'étude fondamentale qui est en route à ITER. Mais ce n'est pas un truc qu'on sait réaliser. Donc on ne parle même pas de ça. Ce n'est pas une solution. Ça n'existe pas pour le moment. On ne maîtrise pas. Donc il ne suffit pas de décarboner puis aussi enlever tous les risques au niveau de l'environnement, de l'eau, des matières premières, quoi. C'est pas... Donc le nucléaire, c'est peut-être moins émetteur de gaz à effet de serre. C'est en gros 90 grammes par kilowattheure par rapport au gaz qui est plutôt à 280 grammes. Mais à côté de ça, on nous laisse des déchets pendant l'éternité, quoi. Donc c'est des paramètres qu'il faut tenir en compte. On ne doit pas léguer donc à nos successeurs une terre désastreuse, quoi. C'est bien plusieurs étapes, c'est-à-dire chaleur, qu'est-ce qu'on a besoin? Chaleur, mobilité, électricité, et après une analyse par secteur, habitation, transport et autres. Les choix des vecteurs énergétiques toujours les plus économes et les moins impliquant des problèmes au niveau de l'environnement. Et c'est bien remonter, d'abord partir des besoins réels après une politique de sobriété et remonter vers comment on peut répondre à ces besoins, plutôt que dire il faut qu'on produise autant que dans le temps et qu'on verra ce qu'on en fait. Au niveau de l'électricité, c'est vraiment, au niveau des produits électriques, c'est vraiment aller vers interdire le C, D et autres. Et même interdire le B et avoir que du A, A++. C'est vraiment travailler sur la TVA, par exemple, pour favoriser le A++. Il est quand même choquant d'avoir encore des réfrigérateurs qui sont peu performants, qui consomment, ils sont pas chers, mais ils consomment 3 fois ou 4 fois plus que d'autres, quoi. Donc là, il y a vraiment des progrès à faire et vraiment imposer aux gens, par la TVA, par exemple, par des taux de TVA réduits, aider les gens à acheter du matériel de meilleure qualité. Et aussi forcer les producteurs à avoir du matériel de qualité. Et on est vraiment, sur Négawatt, il y a un principe qui est aussi extrêmement important, c'est la réparabilité. On doit construire du matériel que l'on peut réparer et qui va durer longtemps. Et que on peut changer pièce par pièce pour pouvoir garder longtemps ce matériel. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Quand on vous dit vous achetez un réfrigérateur, on dit les garanties 5 ans, après, bon, c'est pas sûr qu'il tiendra plus. Mais c'est quand même scandaleux, parce que dans les années 60, mes parents ont acheté le premier réfrigérateur en 1963. Bon, il est maintenant dans une cave, donc qui n'est pas très chaude, mais il sert toujours et il marche toujours, quoi. Bon,
Vous prenez un réfrigérateur qui a 10-15 ans maintenant, c'est pas sûr qu'il marche, quoi. C'est vraiment, on doit pouvoir réparer les choses, plutôt parce que quand on gaspille, quand on met à la déchetterie un produit électroménager, c'est quand même compliqué de récupérer la matière, qui est un tout petit morceau, pour la remettre dans le circuit. C'est compliqué, donc autant réparer les choses, il faut que ça dure plus longtemps. Intérieur des ampoules, bon, ça va remplacer le chauffage électrique, améliorer le tarif d'achat pour les filières vertes. Donc le chauffage électrique, ça peut être intéressant que dans des éléments que vous chauffez rarement et qu'on doit avoir une chaleur rapide. Mais autrement, sur la chaleur constante d'un appartement, c'est pas du tout rentable, parce que quand on voit la perte au niveau de la production d'électricité, en fait, on a un rendement de 10% par rapport à l'électricité qui est produite au départ, la chaleur qui est produite pour faire l'électricité, et à la fin, la chaleur qu'on a chez nous, quoi. Bon, à part si on fait attention et qu'on ne met pas beaucoup trop de chauffage. Donc là, c'est bon, couper le maximum d'appareils qu'on peut. Un four à micro-ondes, par exemple, qui est branché tout le temps, qui ne marche jamais, ça sera environ 50 kWh par an. C'est pas beaucoup, mais si vous avez à côté l'imprimante de l'ordinateur qui fait pareil, bah, ça arrive à consommer beaucoup. Alors après, il y a certains appareils, on ne peut pas les débrancher, mais les appareils comme ça qui peuvent se débrancher, autant le faire, quoi. Alors, le transport, bon, le transport, c'est aussi un gros consommateur. On tourne à l'heure actuelle à pas tout à fait 14 000 km par an et par véhicule en France, avec une consommation qui est de l'ordre de 7 litres au 100. L'objectif pour 2050, c'est tomber à 11 000 km par véhicule et 3,6 litres au 100. On parle bien de la réalité des choses, hein. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, on vous dit elle fait 5 litres au 100, mais quand vous faites 100 km et vous regardez ce que vous avez consommé, c'est beaucoup plus. Parce que les 5 litres au 100, c'est quand elle est vide sur un tapis roulant, quoi. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc voilà, quand elle est utilisée avec des feux rouges et tout ça, parce qu'il y a des feux rouges, hein, et ben ça consomme beaucoup plus. Donc on est vraiment sur faire évoluer la consommation et la consommation et les kilomètres. Limiter la puissance, à quoi ça sert d'avoir un véhicule qui fait 100 chevaux, qui est capable de rouler à 180 km/h, alors qu'en France, on ne peut pas rouler à plus de 130, quel que soit le lieu où on est. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est afficher clairement la progression du prix du pétrole, donc fuel ou essence, dans le futur, pour que les producteurs de voitures s'adaptent à ça, parce qu'on nous parle beaucoup de la voiture électrique pour le moment, mais en fait, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, au niveau de la voiture, comment se fait-il qu'une 2 chevaux qui, il y a 40 ans, était capable de faire du 3 litres au 100, et que les voitures les plus performantes maintenant sont aussi à 3 litres au 100? Il y a quand même un problème de compréhension de la chose. Pourquoi un véhicule doit faire au moins 800 ou 900 kg, alors qu'une 2 chevaux, c'est 400 kg, quoi. Et après, il y a la sécurité, il y a un certain nombre de paramètres, mais il faut vraiment réfléchir là-dessus. Favoriser l'usage collectif de véhicules, bon, les transports en commun, favoriser les trains par rapport à l'avion. Bon, on est bien d'accord qu'un avion, c'est 80 kg de CO2 par heure de vol. Donc attention, on ne veut pas dire aux efforts de faire l'avion, mais là on engage tout de suite un voyage en Inde en avion, c'est à peu près ce qu'on devrait consommer en CO2 par an si on voulait respecter les Newton 7. Donc attention, quoi, c'est un moyen de transport extrêmement coûteux au niveau environnemental. Cette courbe, bon, ce que je disais, ça montre pour un véhicule qui est capable d'aller à 220 km/h, ça c'est la vitesse à laquelle le véhicule est capable d'aller, et ça c'est la consommation au 100, mais à vitesse de 60 km/h. Plus un véhicule est puissant, plus il va consommer, même si on a à faible vitesse. Parce que vous aurez une cylindrique qui est beaucoup plus importante, tout un système de carburation ou d'injection qui est beaucoup plus important, et donc vous allez consommer plus. Et à quoi ça sert d'avoir une grosse voiture, à part faire la frime? Mais bon, là, on est plus dans ce domaine, quoi. Si on veut vraiment agir politiquement, on pense à autre chose. La voiture électrique. À l'heure actuelle, on a un certain nombre d'hommes politiques, ou de femmes politiques, qui pensent qu'il ne faut plus s'inquiéter de la consommation des voitures, puisqu'on va tout passer en électrique. Bon, c'est quand même une utopie. Il ne faut pas que le passage à l'électricité, à la voiture électrique, génère le fait qu'on va conserver le maximum d'énergie nucléaire. Parce que quand on écoute Valérie Pécresse ou des gens comme ça, on ne s'inquiète plus pour les kilomètres qu'on fait en voiture, on aura de l'électricité, on va garder le nucléaire. C'est irréaliste. Et puis en plus, selon le type d'utilisation de véhicules électriques, le coût carbone est aussi élevé. Il n'est pas élevé au moment où on consomme, mais au niveau de la production, du bien. Donc il faut faire attention à ça, quoi. Ce n'est pas une solution miraculeuse, quoi. C'est une solution qui est envisageable
pour un certain nombre de types de transport. Vous travaillez dans un dépôt, dans une usine, vous avez des Fenwick électriques, c'est super parce qu'on est dans un milieu confiné et on a une faible utilisation d'énergie. Donc là, c'est vraiment très rentable d'avoir l'électricité. Mais dans certains domaines, il faut faire attention. Ou à l'électricité, mais pour le train, mais pas pour la voiture. Donc Illich, qui a pas mal écrit dans les années 75, c'était un sociologue, il nous avait expliqué dans l'annexe de Énergie et Équité, un petit bouquin qu'il a écrit en 75, que le véhicule le plus rapide, sans parler de l'avion, et encore que, c'était le vélo. Pourquoi ? Parce que si on rapporte tout le temps qu'on passe pour faire un voyage en vélo ou un voyage en voiture, on se rend compte que le voyage en vélo coûte moins cher, enfin coûte moins de temps. Bon, là, c'est un exemple. Si on fait 5000 km à 19 à l'heure avec un vélo, ou 5000 km à 65 à l'heure avec une voiture, ben, au niveau du temps de roulement, on va avoir 263 heures, ou 77. C'est vrai que la voiture paraît plus rapide. Mais après, pour acheter la voiture, pour acheter le vélo, on aura besoin de 9 heures de boulot par an, si on garde son vélo 5 ans, et on aura besoin de 150 heures par an pour avoir la voiture. Parce qu'il faut la payer, la voiture. Et le paiement de la voiture, c'est du temps de travail qu'on va investir dans le voyage. Et pareil pour l'assurance, pour tous les éléments. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'on arrive à 282 d'un côté à 391 de l'autre. C'est-à-dire si on prend le potentiel de travail qu'on a investi pour acheter une voiture, ça nous prend autant de temps ou plus de temps que si on se déplace en vélo. Après, ce n'est pas toujours une solution évidente. C'est un comparatif qui avait été fait à l'époque, mais ça montre bien. Attention, la vitesse, il n'y a pas que ça qui compte. C'est vrai que si on a des enfants, si on a une famille, c'est pas toujours évident. Mais il faut bien se rendre compte que le temps qu'on gagne avec une voiture, des fois on le perd au temps de boulot qu'on a fait pour acheter le carburant ou la voiture. Donc le bâtiment, bon, c'est important de travailler, c'est 40% de la consommation, à l'heure actuelle c'est 1% du renouvellement des habitations par an. Il faudrait vraiment qu'on atteigne 750 000 logements par an pour arriver à 40 kWh par mètre carré dans un bâtiment. À l'heure actuelle, je vais aller un peu plus vite, c'est Joël Guéry qui est ingénieur thermique, qui nous avait fait un petit diaporama, puis j'ai emprunté quelques diapos. C'est à Bourgoin-Jallieu, un bâtiment avant l'isolation, un bâtiment après l'isolation externe. On passe donc de 240 à 50 kWh par mètre carré et par an. On a vraiment un investissement là qui est important et qui est rentable au niveau énergétique. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une politique qui n'est pas très définie. Il y a une concurrence entre les produits. Il n'y a pas une normalisation vraiment générale et facilement assimilable par la population et par les professionnels de la qualité thermique des isolants. Il faut vraiment qu'on arrive à des normalisations des éléments et une formation des ingénieurs et des gens dans le bâtiment pour qu'on ait vraiment une efficacité là-dessus, quoi. À l'heure actuelle, on a vraiment une pénurie sur la connaissance des capacités d'isolement des bâtiments. Et on vous met de la laine de verre, on vous met un truc, mais en fait, d'autres éléments beaucoup plus performants auraient pu être mis à la place. Ou la disposition de ces éléments aura pu être faite. C'est-à-dire que sur les vieux bâtiments, souvent on isole par l'intérieur, c'est parce que c'est compliqué de le faire par l'extérieur, mais par extérieur, c'est toujours beaucoup plus performant parce qu'on évite tous les ponts thermiques. Donc c'est vraiment, là le cas qui avait été réalisé, c'est vraiment un cas très intéressant. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc les objectifs, entre RT 2005 et puis RT, et puis les objectifs, c'est qu'on arrive à des bâtiments qui soient à zéro consommation. Alors quand on dit zéro consommation, c'est que la production d'énergie faite par le bâtiment compense celle qui est consommée. Alors, la plupart des bâtiments en ville, sauf s'il y a une grosse tour à côté, peuvent être équipés de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Le thermique pour alimenter en eau chaude le bâtiment, le photovoltaïque pour alimenter en électricité ou pour balancer sur le réseau. On a vraiment un objectif important. Mais ça va être compliqué de le réaliser parce que notre président de la République a dit que comme on était en pénurie de logements et comme il voulait faire baisser l'APL, on ferait peut-être des bâtiments de moins bonne qualité. Mais là, on est vraiment dans une réflexion à court terme, alors qu'un bâtiment, en gros, il va durer 100 ans, quoi. Donc il faut vraiment là-dessus qu'on travaille là-dessus, les particuliers, les territoires. Agriculture, bon, mixité des rotations, cesser progressivement l'importation de produits venant d'Amérique. Quand on importe des produits, on consomme de l'énergie sur les bateaux, et moi je trouve que c'est scandaleux qu'on achète des moutons qui viennent de Nouvelle-Zélande moins cher que des moutons qui sont en France, quoi. Il y a un problème de coût du transport qui n'est pas le réel coût généré par la pollution qui est faite.
vraiment, le coût écologique, quoi. C'est pas consommer moins, mais c'est consommer mieux. C'est limiter l'élevage intensif, limiter aussi la consommation de viande, sans dire on ne mange plus de viande, mais plutôt que 200 grammes de viande de mauvaise qualité gonflée à l'eau et au sel, si on a 100 grammes de bonne qualité, on aura le même résultat, on aura moins consommé, quoi. J'ai mis dans l'agriculture la méthanisation aussi, c'est dans la fermentation anaérobie des produits organiques. C'est aussi économiser 1,5 million d'hectares de terrain agricole pour faire du biogaz. C'est aussi vraiment faire de l'énergie, mais attention, sans jamais remettre en cause l'autonomie alimentaire. Ça, c'est important. Attention, on ne fera pas des biogaz et en privant les gens de nourriture. Ça, c'est vraiment primordial. Donc là, on est sur un schéma qui est extrêmement important. C'est vraiment le projet négawatt dans la réalité sur toutes les énergies. Donc là, cette ligne rouge, c'est la tendance actuelle. Donc il y a une baisse quand même tendancielle. Négawatt dit, avec la sobriété, on peut économiser sur les 2500 TWh, on peut économiser 512 par la sobriété. On peut économiser 334 par l'efficacité à la demande, 465 par l'efficacité à l'offre, et on tombe sur une courbe qui est la courbe négawatt. Après, on aura donc, pour répondre à cela, le nucléaire, il s'arrête dans les années 30, 2030, 35. Le pétrole, il n'est plus utilisé pour la combustion. Pardon. Le gaz fossile, en 2050, on arrête de l'utiliser. Et vraiment, on arrive sur la biomasse, donc 418 TWh, sur les renouvelables électriques, pour vraiment dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, au niveau de l'électricité, on est à l'heure actuelle à 50 TWh pour l'hydraulique. Il faudrait qu'on passe à 54. Il n'y a pas une grosse ambition là-dessus, parce que la France a déjà exploité bien ses fleuves, et avec les risques de réchauffement de la planète, on risque d'avoir des pénuries d'eau, et donc d'alimentation des turbines, quoi. Donc il n'y a pas une grosse ambition là-dessus. Sur les énergies marines, on a vu tout à l'heure que c'est zéro à l'heure actuelle. Enfin, c'est insignifiant, il y a un peu d'expérimentation. On a comme objectif 14 TWh. C'est pas énorme. Comme on disait tout à l'heure, c'est une énergie dont on a fait de l'expérimentation, mais on ne maîtrise pas au niveau industriel, donc on est modeste dessus. Au niveau éolien, par contre, on a vraiment la preuve que ça marche, et on passerait de 21 TWh à 247 TWh. Là, il faut qu'il y ait une décision politique, il faut vraiment qu'on arrête de faire des projets d'éoliennes, de parcs éoliens, qui mettront 5 à 10 ans pour être acceptés sur un territoire. Il faut étudier correctement les zones où on les met, l'impact sur l'environnement, sur les populations présentes, sur la faune et la flore, mais il ne faut pas passer des milliers d'années à faire des trucs. Il y aura un peu du offshore aussi. C'est réalisable, ça ne saturera pas notre paysage d'éoliennes. Le photovoltaïque, 147 pour 9 à l'heure actuelle. Là, le photovoltaïque, c'est beaucoup plus simple. Utiliser tous les toits orientés au sud, utiliser tous les terrains en friche non exploitables au niveau agricole, parce qu'il y a beaucoup de terrains industriels qui ne sont plus exploitables au niveau agricole, où on peut couvrir de photovoltaïque. Vous avez des bâtiments comme Orexpo, qui est immense, on pourrait très bien avoir le toit tout couvert de photovoltaïque. Vous avez des terrains aussi, des parkings ou des zones d'ombre créées par des panneaux photovoltaïques, plutôt que de mettre un toit pour faire de l'ombre. Donc on a vraiment un potentiel important de réalisation de ça. Il faut par contre arrêter de vouloir dire que le toit qu'on fait en photovoltaïque doit être incrusté dans l'ancien, mais si on le met par-dessus, ça ne changera rien. Ça ne va pas dégrader le paysage, sauf dans certaines zones historiques. Il faut vraiment qu'on ait une politique basée sur le développement énergétique et non pas sur des freins constants. Biomasse, 418 TWh, donc là, c'est bien ce qu'on a là. C'est tout ce qui est bois, tout ce qui est aussi gaz, méthane. Et donc, la fin du fossile, vraiment anticipée, même si on en découvre chaque jour, du pétrole de schiste, du gaz de schiste, mais il faut vraiment limiter le pétrole à l'industrie chimique où elle est difficilement remplaçable, plutôt que l'avoir comme énergie, quoi. Donc c'est important, ça c'est le schéma qui résume l'objectif. Ça ne va pas être facile de l'atteindre, mais on peut l'atteindre, ça a été calculé. Par contre, il faut vraiment que les hommes politiques,
les politiques prennent des décisions réelles et connaissent ça. On a vu M. Hulot, il y a quelques mois, qui a dit, en se basant sur le rapport RTE, Réseau de transport d'électricité, nous dire que ce sera difficile de réduire à 50% le nucléaire en 2025. Je pense qu'il n'a pas dû, il ne doit pas connaître le scénario négawatt. Enfin, il y a un problème, quoi. Je sais bien que ministre, c'est pas évident, mais il y a quand même une base de connaissances indispensable. Énergies renouvelables sont fluctuantes et non pas intermittentes. Ça, c'est important de voir le terme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prévoir très bien la production d'éoliennes à l'avance ou de photovoltaïque à l'avance. C'est pas quelque chose qui arrive à l'improviste. On connaît la météo, on maîtrise la météo sur 2, 3, 4, 5 jours ou une semaine. Il y a un besoin de mise en place de moyens de stockage. Donc j'ai dit tout à l'heure STEP, donc station de transfert et d'énergie pour pompage-turbinage. On a à l'heure actuelle l'équivalent de 6000 MW, donc 6 réacteurs de 1000 MW. Donc on a quand même un potentiel qui est là-dessus. Après, on a d'autres moyens de stockage, qui est la méthanation. Alors, lorsqu'on est en production d'électricité par notamment des éoliennes et qu'il y a une consommation qui baisse, il faut adapter auprès des champs d'éoliennes des systèmes d'électrolyse de l'eau pour extraire l'hydrogène de l'eau, qui est un combustible très efficace, qui peut poser des problèmes de stockage, parce que comme c'est juste un proton, l'atome d'hydrogène, on peut pas, dans des bidons, on le stockera, mais peu à peu, il y aura de la perte. Mais quand on aura stocké une quantité importante, dans les années 1919-1920, un chimiste a découvert, enfin conçu le système de méthanation. C'est par réaction chimique, allier l'hydrogène au CO2, qui est un élément gaz à effet de serre, et ça crée du CH4, donc méthane, et de l'eau. Donc on a les moyens de retransformer notre CO2 en CH4, donc un combustible très performant, et qu'on pourra stocker facilement. C'est qu'on n'est plus sur le problème de dire on ne peut pas stocker l'électricité, si on peut stocker l'électricité sous forme d'hydrogène, puis quand on en a beaucoup, de CH4. Donc on a un moyen de stockage qui est important. Cette technique est bien maîtrisée. C'est dit à un moment dans le texte, je ne sais pas si c'est là, mais en 2011, on était vraiment sur l'approche de ce système. Maintenant, ça a été expérimenté, c'est vraiment performant. Et donc, on pourra avoir un autre moyen de stockage que celui de la méthanisation. Donc, méthanation et méthanisation, c'est deux techniques différentes. Donc, scénario compatible avec les enjeux climatiques, c'est important. C'est une photo qui a déjà quelques années, mais il faut qu'on se dépêche, qu'on reste à 2 degrés au-dessus de la température actuelle en 2100, parce que le permafrost, par exemple, là on est au Groenland, on se rend compte que les villages étaient construits sur des zones gelées. Et c'était normal, ça tenait bien le coup. Mais sauf qu'avec les réchauffements climatiques, les plages, enfin les bords de mer ont été usés et la glace a fondu, et on voit les maisons qui se figurent dans la mer, quoi. On a vraiment toute une remise en cause d'un mode de vie de ces pays. Donc ça montre bien l'impact sur l'environnement et sur la vie des gens. Donc agir changement climatique, Nicolas Stern en 2006 avait dit que ça nous coûterait 15 à 20 fois moins cher que si on laissait faire. Ça, c'est toujours d'actualité. On rappelle aussi que le coût du démantèlement des centrales nucléaires n'est pas imputé aux gens qui sont contre le nucléaire, mais à ceux qui ont fabriqué ces centrales nucléaires. Il ne faut pas se tromper, on n'a rien demandé en 1974. C'est la commission Péon et Pierre Messmer qui ont décidé ça. Ils n'auraient demandé l'avis à personne, quoi. Donc, ne pas se tromper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en octobre 2014, l'ADEME a sorti un rapport qui disait... Enfin, il n'a pas sorti, il a rédigé un rapport qui disait, en 2050, il a comparé le coût du même mixte énergétique qu'à l'heure actuelle, ou le coût du sans nucléaire, sans charbon, 100% renouvelable, quoi. Et bien le coût est le même. Et ce rapport, qui est sorti en octobre 2014, a été publié suite à des fuites des gens du ministère et de l'ADEME en avril 2015. On a quand même un problème là de démocratie. Un corps comme l'ADEME, qui est un organisme d'État, qui a sorti un rapport extrêmement performant, complet, ce rapport est planqué par le gouvernement de l'époque. On a quand même un problème. Alors, remettre l'économie... oui, il faut absolument qu'on réponde aux besoins environnementaux et sociaux.
faut permettre à chacun de pouvoir disposer d'un minimum d'énergie, donc à un certain nombre de moyens, instruments fiscaux, donc fiscaliser les conséquences environnementales pour chacune des énergies par rapport à ce qu'elle produit comme défaillance, générer des principes de bonus-malus pour tous les produits achetés par la population, un principe de progressivité du coût. À l'heure actuelle, pour l'électricité, Enercop, c'est tout le monde pareil. Par contre, EDF, c'est plus vous consommez, plus vous êtes une grosse entreprise, moins vous payez cher le kilowattheure. C'est pas vraiment ce qui incite à faire des économies, quoi. Si on avait un prix des 1000 premiers kilowattheures pour un foyer qui était très peu cher et qu'après on montait de 1000 en 1000, ou enfin une échelle de progression du prix, ça permettrait aux gens de voir la réelle, l'importance de cette énergie. Et mise en place de programmes de lutte contre la précarité, ça c'est important. On ne peut pas laisser une partie de la population en pénurie énergétique avec des conditions de vie extrêmement défavorables, alors que d'autres, et la moyenne, vit bien, quoi. Donc on est vraiment dans un système de solidarité. C'est marqué quand même dans la Constitution, liberté, égalité, fraternité. Donc on a vraiment répondre à ces éléments. Ce n'est pas que des mots qui existent, c'est vraiment une réalité qu'on doit faire. Et là, ça doit rentrer dans la politique. Bon, ça c'est les grands schémas, on va pas voir là-dessus. En 2005, à Villeurbanne, donc près de Lyon, un certain nombre de spécialistes, des membres de Greenpeace, des membres de Renasson Nucléaire, se sont réunis. Bon, nous, on était vraiment très modestes. On a amené nos petites parts dedans, mais très modestes, pour créer Enercop. Donc Enercop, c'est une coopérative de production d'électricité qui est destinée à promouvoir les énergies renouvelables. C'est une coopérative à but non lucratif, c'est-à-dire que quand on a créé la filiale en 2010, la filiale Rhône-Alpes, la rémunération maximum des parts serait égale au livret A plus 1%. C'est-à-dire que les gens comme moi ou comme d'autres qui ont investi dedans, on n'a pas investi pour se faire un rendement de capital, hein, on est bien d'accord. Ce n'était pas l'objectif. Il y aura peut-être dans quelques années une petite rémunération, mais ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment démontrer qu'on peut le faire. Donc relocaliser la production, offre des services de maîtrise. Donc on a eu à cet automne des réunions Dr Watt sur Lyon. Bon, tout le monde n'est pas au courant, mais moi j'ai fait les réunions Dr Watt juste dans la première séance qui avait été conçue. Et ça m'a quand même permis de descendre de 400, même presque 1000, 400 ou 500 kWh par an. Parce que en coupant l'électricité pour son micro-ondes, en coupant l'imprimante, en coupant un certain nombre de trucs, on se rend compte qu'on peut économiser l'électricité. Après, on ne va pas demander à tout le monde de vraiment tout faire à tous les moments, mais il y a des choses qui consomment l'électricité qui ne servent à rien. Donc là, vraiment, c'est bête de la consommer. Avoir toutes les lumières allumées tout le temps, ça ne sert à rien. Avoir un chauffage à 23 degrés et puis être en t-shirt en plein hiver, il y a un problème de conception de l'énergie, quoi. Approvisionnement direct, donc ça c'est important, Enercop est la seule coopérative qui s'approvisionne sur des contrats à long terme, donc 3, 4, 5 ans, avec des producteurs, avec un prix permettant la viabilité des organismes de production. Donc dans Enercop, on a 5 collèges, dont le collège consommateur et le collège producteur ont le même nombre de parts, enfin le même pourcentage de votes, pour qu'il y ait équilibre entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que pour le producteur ou pour le consommateur, on cherche un équilibre entre les deux. Et bon, si jamais vous êtes intéressé, aucune modification du système électrique, aucune modification du compteur, vous n'avez rien à faire, c'est Enercop qui s'occupe de tout, mais c'est pareil pour les autres compagnies privées, hein, je veux dire. Mais au début, on nous disait, oui, si vous allez chez Enercop, vous ne pourrez jamais revenir sur EDF. Si, il n'y a pas de problème. On est maintenant sur un marché soi-disant libéral, où EDF a quand même un gros monopole, mais chacun peut choisir son producteur d'électricité librement. Et ça peut être Enercop, ça peut être un moyen de dire, je ne veux plus d'électricité nucléaire, c'est que du 100% renouvelable. Là, c'est les principales associations et groupes qui étaient à l'origine. Bon, nous, on était de modestes participants, par contre la NEF, donc banque, et puis Greenpeace, et puis les laboratoires Indico et Espul, c'était des gros acteurs. Marc Juliska, qui est de Lyon, était un des gros acteurs là-dedans, quoi. Puis d'autres personnes, quoi. Et maintenant, on a 12 ans d'ancienneté, on est à peu près 50 000 clients, on a à peu près 22-23 000 sociétaires, donc qui participent aux AG régionales,
et qui participent à la décision. Donc c'est aussi une coopérative où l'objectif, c'est de permettre à chacun de participer aux décisions. Bon, je fais un peu de pub, mais pour nous, ça a été vraiment l'apparition de Négawatt en 2005. Ça a été vraiment une solution qu'on pouvait proposer en dehors du nucléaire de EDF.